Je vais vous présenter une recherche que j'ai réalisée récemment, qui est intitulée comme Frédéric a présenté, contextualiser l'apprentissage et l'enseignement du français. Donc, je vais présenter des cas des apprenants qui apprennent le français en France. Donc, je vais essayer de croiser les regards entre l'enseignement et l'apprentissage. Je vais changer de page. Donc, la France reçoit des apprenants de différents horizons. Il y a 20 ans, on a l'impression qu'on recevait beaucoup d'étudiants qui venant de l'Asie pour intégrer une université française. Mais aujourd'hui, cette situation a beaucoup changé à cause des mouvements politiques internationaux, surtout la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, en France, dans beaucoup de villes, en tout cas, on reçoit beaucoup de réfugiés politiques à cause de la guerre. En observant ce changement, une question se pose. Mais qui sont ces apprenants? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le français? Est-ce que l'enseignement qu'on a conçu depuis des dizaines d'années, est-ce que ça convient toujours à ces apprenants d'aujourd'hui? Je vais essayer de déplacer, pardon. Voilà. Je vais passer en revue rapidement quelques notions conceptuelles pour cette recherche. Donc, dans le domaine des sciences de l'éducation, les chercheurs distinguent trois types d'apprentissage. Donc, on a l'apprentissage formel. Donc, normalement, c'est l'éducation institutionnalisée. Donc, c'est comme l'apprentissage à l'école, l'obtention d'un diplôme. Par exemple, ça peut être appliqué dans le cas de l'apprentissage du FLE en France, l'obtention de la certification DELF-DALF. On a aussi l'apprentissage non formel. Ce sont des activités qui sont organisées autour de l'apprentissage formel. Par exemple, on peut organiser des ateliers de conversation ou des conseils pédagogiques individualisés. On a aussi le troisième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage informel. Pour l'apprentissage informel, on a trois formes. Et on a l'apprentissage autodirigé, donc l'apprentissage, c'est plutôt un apprentissage initié par l'apprenant lui-même ou elle-même pour apprendre soit dans un centre de langue, soit à la maison. On a aussi l'apprentissage incident, donc c'est un apprentissage qui n'est pas intentionnel. Par exemple, quand on lit ou qu'on écoute quelque chose, on apprend par hasard à quelque chose. Et la socialisation, c'est plutôt un apprentissage des normes, des valeurs dans la société. À partir de cette notion de socialisation langagière, à partir de cette notion de socialisation, on a aussi la notion de la socialisation langagière. Justement, c'est l'apprentissage, comment les Français, par exemple, pour apprendre le français, comment les Français parlent dans la vie quotidienne, dans quelle situation, dans quel contexte. Donc, c'est une appropriation de la langue dans un contexte social. On va aussi voir rapidement les notions de normes. Ici, je ne cite que de normes parce qu'il y a aussi beaucoup de normes pour les sociolingues. Enfin, voilà. Donc, je cite ici les premières normes, c'est les normes prescriptives. On va aussi parler des normes sélectives. Donc, ce sont des normes pour nous dire comment on écrit bien dans la langue. Donc, c'est souvent la norme à enseigner. On a aussi les normes subjectives ou évaluatives. Donc, ce sont des normes plutôt, ici, on parle plutôt des registres, du registre soutenu, formel, contre le registre vulgaire ou informel. À partir de cette notion de norme, on va revoir rapidement ce que c'est le CECRL. J'ai trouvé une description de CECRL sur le site de Cambridge English. Donc, CECRL, pour ce site-là, c'est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. Donc, il est utilisé dans le monde entier pour enseigner une langue étrangère. Donc, ça veut dire que dans les manuels, on retrouve souvent cette notion de CECRL, niveau de langue. La plupart des manuels de FLE sont basés sur cette norme. Aussi, dans les centres de FLE, j'ai constaté aussi que les cours ou les programmes pédagogiques sont basés sur ce CECRL. Euh,
Afin de procéder, comme il faut, je me suis posé, 2 questions. Donc comme je vous ai annoncé, dès le départ, dans l'introduction, je voudrais savoir qui sont les apprenants d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont toujours des apprenants qui apprennent le français pour intégrer une université française aujourd'hui comme, il y a 20 ans? Ou quels sont si ce ne sont pas ces apprenants-là et quels sont leurs besoins réels? Ensuite, je voudrais aussi savoir quelles sont les articulations ou des fractures entre l'enseignement et l'apprentissage d'aujourd'hui. Afin de répondre à ces questions, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs avec des apprenants de FLE à Nancy, ainsi que des enseignants de FLE à Nancy, donc dans le même centre. À partir des entretiens, donc j'ai enregistré ces entretiens. Après les entretiens, j'ai réalisé des transcriptions des entretiens à l'aide des outils modernes comme les IA. Euh, une fois que les entretiens sont réalisés, j'ai effectué des analyses thématiques de contenu à l'aide de l'outil QDA. Donc, c'est un outil classique en sciences humaines et sociales pour faire des analyses thématiques de contenu. Je vais vous présenter rapidement les résultats que j'ai obtenus à partir des entretiens. Donc, ici, je présente d'abord les profils des enseignants. Donc, j'ai réalisé 3 entretiens avec 2 enseignantes et un enseignant du FLE. Ils sont plus ou moins expérimentés. Ils ont aussi obtenu un diplôme en master FLE. Donc, certains ont déjà enseigné à l'étranger et une n'a enseigné qu'à Nancy. Non, mais pas trop, Isaac. Pardon? Euh, Quelqu'un a parlé? Je peux continuer? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Donc ici, je vous présente rapidement les profils des apprenants. Donc j'ai interviewé 5 apprenantes. Je n'ai pas trouvé d'étudiants, d'apprenants hommes. Donc il y a 5 apprenantes femmes ici. Une apprenante, ce sont des apprenantes qui ont des besoins spécifiques, qui viennent des pays différents. Il y a une apprenante qui vient pour faire sa thèse enfin sa thèse en linguistique comparée. Une une étudiante qui vient pour intégrer une université française après l'apprentissage du français. Il y a aussi, une apprenante qui vient avec son mari parce que son mari travaille à Nancy, donc elle vient en famille. Il y a aussi une apprenante qui apprend le français dans le cadre, du refuge, de réfugiés politiques. Donc ce sont des apprenantes qui ont des profils différents. Logiquement, elles doivent avoir des besoins différents. Donc, maintenant, on va passer au témoignage des enseignants. Donc, je leur ai posé la question, quelles sont les conditions d'enseignement quand ils enseignent? Donc, voici les lignes directrices de leur témoignage. En gros, ils travaillent par groupe de 3. Donc, ils n'ont pas d'instruction explicite de la direction de l'école. Donc, ils ont une grande liberté pour choisir les ressources à utiliser, les choix de méthodologie, etc. Il y a aussi une grande liberté dans le choix de type de langage à enseigner. Et en même temps, les enseignants sont conscients de différents langages à enseigner grâce aux formations en master FLE. Donc, ils ont tout souvent en tête, il y a le CECRL, il faut enseigner selon la perspective actionnelle. Et dans les cours intensifs, en fait, ils intègrent la préparation de la certification. Donc, il y a des apprenants qui doivent passer la certification de DELF. Il y a des apprenants qui n'ont pas ce besoin. Donc, pour un enseignant pour une enseignante, elle pense qu'il ne faut pas passer trop de temps là-dessus aussi parce que ça peut ennuyer les autres qui n'ont pas besoin de passer la certification. Dans le centre, il y a aussi plusieurs programmes, c'est-à-dire il y a des cours intensifs, il y a aussi des cours pour les groupes Erasmus, les groupes, il y a même un DU pour les apprenants réfugiés, DU Passerelle. Donc, par contre, pour la conception des programmes,
Même si les groupes sont différents, parfois les contenus proposés sont similaires. Donc, ce sont des témoignages par rapport à la conception pédagogique. Ils gardent en esprit l'importance du COCRL. Donc, les types de langage enseignés en classe. Pour les groupes de niveau avancé, ils essaient d'enseigner le langage formel, mais ils enseignent aussi le langage familier. Donc, pour une enseignante ici, selon son témoignage, Alice, elle enseigne le langage familier, c'est juste pour dire que ça existe, ce genre de langage. Elle ne va pas passer tout le semestre, tout par exemple 10 heures de cours sur ce type de langage. Et pour une autre enseignante, selon elle, elle doit préparer les étudiants pour passer le DELF, le DALF. Donc, elle prépare les apprenants à écrire des lettres aux mères. Donc, pour elle, c'est un grand classique pour la préparation de DELF B2 ou des lettres ouvertes à partir du niveau C1. Il y a aussi un enseignant qui m'a fait part les difficultés d'enseigner le langage oral. Donc pour lui, il trouve que c'est compliqué d'enseigner le langage oral parce que c'est quelque chose qui évolue, qui est en constante évolution. Donc il ne sait pas quel type de langage oral à enseigner. L'oral, comme on a beaucoup discuté, c'est l'oral de qui, dans quelle région. Donc, il y a tout un tas de choses qui se mélangent dans cet enseignement de langage oral. Donc, c'est aussi une difficulté pour son enseignement. Par rapport à la prise en compte des besoins spécifiques des apprenants, pour certaines enseignantes, elle peut prendre en compte les besoins spécifiques des apprenants dans le cadre du conseil individualisé. Par exemple, dans ce centre de langue, il y a 2 ou 3 heures par semaine, il y a des conseils. Les étudiants peuvent poser des questions individuellement aux enseignants pour savoir comment on peut préparer un dossier pour postuler un master, comment on peut rédiger un CV, une lettre de motivation pour postuler à un poste, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des séances individualisées où on peut poser des questions personnelles. Pour ce conseil n'est pas pratiqué par tous les enseignants du centre. Il y a des enseignants qui ne pratiquent pas. Donc, c'est le cas d'Oscar. Donc, il fait part de ses difficultés encore sur pourquoi il ne prend pas en charge ces séances de préparation de conseil. Donc, soit il n'a pas le temps, donc la préparation du travail lui prend un temps considérable. C'est pour cette raison-là qu'il ne peut pas prendre en charge certaines séances. Il y a aussi la contrainte de travail en équipe. Donc, comme il y a 3 enseignants qui préparent le même groupe, le même programme, on ne peut pas rajouter encore des besoins, on ne peut pas écouter tous les apprenants pour dire tous les besoins, pour intégrer tous les besoins dans un programme. Il y a aussi cette notion de garder en tête qu'il y a des normes à respecter. Donc, on est dans un centre de langue. Ben, c'est très normé, comme lui, il le dit dans sa parole. C'est assez scolaire, mais pas trop. Donc, il faut toujours respecter les normes du COCRL, la progression. Donc, les besoins individuels des apprenants, comment on peut les intégrer dans un cours déjà programmé. Donc, ce sont des difficultés pour intégrer les besoins personnels des apprenants. Donc, maintenant, on va regarder les témoignages des apprenants, du côté des apprenants, à partir de des transcriptions. J'ai généré ce tableau. Au milieu, on a ce que les apprenantes espèrent ou ont besoin d'apprendre. Et à droite, à la fin du tableau, à droite, on a ce que les apprenantes apprennent réellement en cours de FLE. Donc, pour l'apprenante coréenne, dans un cours de français sur objectif universitaire, elle pensait qu'elle allait apprendre quelque chose pour communiquer avec des amis à la fac. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Et elle a pensé d'apprendre quelque chose d'oral, mais ce n'est pas le cas non plus. Donc, comme elle a dit, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de parler. Donc, elle était un peu déçue. Pour la deuxième apprenante, Marjan,
Donc, elle prépare une licence, elle prépare pour s'inscrire à une licence de comptabilité, je crois. Et par contre, dans le cours, elle n'a pas du tout l'occasion de pratiquer ou d'apprendre le vocabulaire spécialisé. Donc, c'est normal aussi parce que c'est un cours général. On ne va pas individualiser ce cours pour apprendre le vocabulaire de la comptabilité. Par contre, ça l'ennuie, c'est de passer toute la semaine d'apprendre un thème qui ne l'intéresse pas du tout. Par exemple, ici, elle cite le cas de l'écologie. Je n'ai jamais l'occasion de parler de ça avec mon ami, ce n'est pas un sujet intéressant. J'ai juste besoin de savoir dire il fait beau, il pleut, ça suffit. Donc, pour elle, elle a perdu, non pas perdu une semaine de temps, mais elle a appris quelque chose qui ne va pas réutiliser dans la vie pour elle. Pour la troisième apprenante, je peux écrire très bien et je peux lire très bien. Par contre, quand je vous parle, je pense que je suis catastrophique. Heu, donc dans ce cas-là, elle a toujours le besoin de parler en cours, mais ce n'est pas le cours, à son avis, ce n'est pas fait pour, parler. La quatrième, pardon, la 4e, apprenante, Lynn, heu, elle a à apprendre beaucoup de sujets sur des sujets socio-culturels, mais elle pense elle ne va pas parler directement de ces sujets dans la rue. Donc ce dont elle a besoin, c'est, peut-être quelque chose de plus concret et surtout pour son niveau, elle pense que pour son niveau, elle est réellement dans un groupe A2. Pour son niveau, ça ne sert à rien, ce genre de sujet, un peu profond. C'était, sa parole. Elle a aussi, évoqué le problème, de ressources utilisées en cours de français. Donc elle espérait peut-être apprendre quelque chose comment dire? Pour chercher du travail, pour passer un entretien d'embauche. Par contre, son enseignant a amené, un document authentique qu'il a trouvé sur YouTube, je pense, pour présenter une interview avec des gens qui présentaient des situations professionnelles. Mais ce qu'elle attendait, c'était d'avoir, une vidéo pour lui dire comment on peut négocier le salaire, comment on peut négocier les conditions de travail avec le patron. Donc c'est ça qu'elle attendait. Donc, le type de document ne correspondait pas à ses besoins réels. Le dernier cas, c'est, Pavla, c'est une réfugiée, russe, donc elle a utilisé plusieurs fois le mot «déprimant» pendant l'entretien. Donc j'ai senti que sa situation était pas facile en France. Donc c'est déprimant, par exemple, elle comprend tout en cours de français dans la journée, il n'y a pas de problème et le soir, quand elle rentre, elle lit des livres avec ses enfants, elle ne comprend plus rien. Parce que ce n'est pas le même type de langage qu'on utilise pour les enfants et cetera. En cours, c'est un langage adulte. À la maison, avec ses enfants, c'est un autre type de langage. Donc elle a rencontré ce type de difficultés. Elle a aussi le besoin de comprendre la politique. En France, par exemple, elle est réfugiée. Elle a besoin de savoir si l'extrême droite augmente en pouvoir, comment elle peut rester en France sans danger. Donc ce sont ses besoins urgents. Elle a exprimé plusieurs fois pendant l'entretien, ce genre de besoin et finalement, elle pense qu'elle améliore quand même la compréhension orale pendant le cours, donc c'est important pour sa vie quotidienne. À partir des témoignages, j'ai essayé d'aménager, les témoignages des enseignants et des apprenants afin de trouver s'il y a des articulations ou des fractures entre l'enseignement et l'apprentissage. Donc, dans ce tableau, je présente, ce que j'ai trouvé. Donc l'enseignement se compose des langages de l'écrit et de l'oral, donc c'est plutôt une bonne chose. On n'enseigne pas que le langage, les normes de l'écrit, le langage formel. On a aussi, quelque chose d'autres variations, du langage dans le programme. Mais le problème, c'est il y a des pratiques hors de la réalité. Par exemple, ici, je vous redonne l'exemple de la lettre, Homère, donc qui aura l'occasion d'écrire souvent une lettre au maire, c'est juste pour préparer le DELF B2. Ensuite,
la préparation de la certification est intégrée au contenu pédagogique. C'est bien pour les apprenants qui vont passer la certification. Et pour les autres, qu'est-ce qu'ils font pendant ces heures-là? Ils n'ont pas ce besoin réel. Connaissance générale des apprenants dans la classe, donc les enseignants en général, ils connaissent si un apprenant a un travail pendant le temps libre, qu'est-ce qu'ils font, etc. Par contre, tous ces besoins-là, ils n'ont pas eu le besoin, ils n'ont pas intégré dans le programme, dans le contenu pédagogique pour établir le programme d'enseignement. Parce que le programme d'enseignement a été établi au début du semestre. Sélection des ressources authentiques selon les niveaux visés. Donc, selon le CE-CRL, on a des ressources bien précises pour chaque niveau. Mais certaines ressources utilisées n'ont pas de réel intérêt pour la vie quotidienne, comme l'apprenante chinoise a démontré. Toutes les compétences sont travaillées en classe. C'est ce qui veut le CE-CRL aussi. Mais on a toujours des apprenants qu'on n'a jamais entendus pendant le semestre. Donc, réellement, l'expression orale, est-ce que ça reste vraiment pour certains apprenants, surtout pour ceux qui sont les plus timides? Les thèmes travaillés en cours reflètent les actualités sociales et culturelles. Donc, on essaie d'amener les apprenants à apprendre la culture française, les actualités internationales, les choses qui sont assez, comment dire, qui prennent beaucoup de place dans la société, comme l'écologie, l'environnement, la pauvreté, etc. Mais parfois, les thèmes travaillés en cours ne coïncident pas avec les intérêts personnels, parfois ils s'ennuient. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur ces sujets, peut-être il faut limiter sur un certain temps. Pour conclure, je propose ici quelques pistes pour mieux relier l'enseignement et l'apprentissage. Donc, questionner régulièrement les besoins et les pratiques des apprenants. Donc, il faut savoir ce qu'ils font, qui sont ces apprenants. Donc, ça change, ça évolue, les situations évoluent, donc l'enseignement doit évoluer aussi. Et établir un programme en intégrant les besoins divers. Donc, dans un seul groupe, on a des besoins de certification, on a des besoins professionnels, on a des besoins culturels. Comment on peut établir un programme? Ça, tout ça, c'est un défi pour établir un programme qui peut répondre maximum aux besoins aux apprenants. Diversifier les programmes en fonction des profils des groupes d'apprenants. On a des groupes doctorants, on a des groupes Erasmus. Parfois, ils ont des besoins similaires, mais parfois, ils ont des besoins totalement différents. Donc ici, en parlant des groupes Erasmus et réfugiés, l'enseignant m'a fait savoir qu'en fait, il se rend compte aussi qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Comme il le dit, à partir du moment où tu es assez à l'aise pour aller boire un coup avec tes copains, c'est que tout le reste de ta vie, ça va bien. Donc, ça, il n'y a pas pour, c enfin, pour cette action d'aller boire un coup, en fait, pour les étudiants réfugiés, pour eux, avant d'arriver, d'avoir des amis, d'avoir un cercle social, ils doivent accomplir plein d'autres choses difficiles. Renforcer la formation continue des enseignants, par exemple, les normes pour enseigner l'oral, recherche de ressources ou former les enseignants sur les pratiques innovantes. Soutenir l'apprentissage informel. Donc, comme je vous ai parlé, dans le cadre des conseils individualisés, les apprenants ont l'occasion de parler de eux, de parler de leurs problèmes, de parler de leurs besoins. Donc, je pense que c'est une pratique qui est, comment dire, indispensable dans toute formation de langue, surtout dans les langues, surtout au centre de FLE en France. Favoriser la cohésion de l'équipe pédagogique, par exemple, favoriser les échanges de pratiques entre les enseignants ou accompagner les enseignants novices qui ont des difficultés ou qui ont des interrogations sur leurs pratiques. Donc, ce sont des pratiques que peut-être qu'on peut partager ou évoluer tous ensemble. Donc, voici une petite bibliographie pour terminer. Je vous remercie
Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christine. Alors, pour qu'on ne prenne pas trop de retard pour Alassane, qui doit commencer à 11h30. Alors, est-ce que vous avez des petites questions dans la salle ou à distance, s'il vous plaît? Madame Guérin? Merci pour cette présentation. On va dire, c'est une question, on va dire, transversale peut-être que votre communication suggère. C'est-à-dire qu'on voit bien, du coup, avec tout ce que vous proposez, le processus de contextualisation. Hein, l'idée, c'est vraiment d'être au plus près des besoins réels des apprenants réels et des besoins institutionnels dans certains cas. La question que je pose, mais je ne suis pas sûr que vous allez y répondre, mais peut-être qu'on va tous essayer d'y répondre collectivement, c'est où est-ce qu'on met les limites, en fait. Parce que à partir du moment où on se dit, bah, il y a de l'hétérogénéité dans la classe, mais à un moment donné, ça peut vite devenir ingérable, en fait, pour l'enseignant. C'est-à-dire l'individualisation, la contextualisation affinée à l'extrême. Ben, c'est pas gérable. C'est-à-dire que l'enseignement, d'une certaine manière, ça peut être hors sol, et pire que ça, l'enseignement impose de toute façon, à un moment donné, qu'on mette des limites et qu'on normativise d'une manière ou d'une autre. Et du coup, alors peut-être que vous, dans votre contexte particulier, vous y avez réfléchi et vous vous êtes posé cette question, mais je pense que c'est une question qu'on va se poser tout au long du colloque aussi, parce que c'est bien beau de dire il y a de la diversité, de l'hétérogénéité, de la dynamique, etc. Mais à un moment donné, enseigner, c'est forcément figé, à un moment donné, c'est normativisé. Donc voilà, c'est une question. Oui, oui, je comprends tout à fait, oui, parce que comme j'ai parlé, peut-être que vous connaissez aussi les travaux du CRAPEL sur l'apprentissage en autonomie. Donc, je pense que ça peut être une solution dans ce que je suggère à la fin de la présentation, c'est-à-dire individualiser l'apprentissage, c'est possible. Est-ce qu'on a besoin de passer autant de temps en classe pour apprendre quelque chose en collectif? Donc, la collectivité, l'apprentissage, c'est important pour créer une cohésion pédagogique, mais on peut aussi individualiser cet apprentissage dans un cadre de conseil, comment on peut accompagner les apprenants individuellement. Donc, je pense qu'il y a une limite pour contextualiser, prendre en compte tous les besoins ou toutes les difficultés des apprenants, mais on peut aussi passer plus de temps dans un apprentissage pour accompagner les apprenants. Donc, je pense que ça peut être une solution. C'est pour ça que j'ai proposé dans des pistes d'amélioration possibles. Merci beaucoup, Jingjing. Est-ce qu'il y a une autre question à distance ou en présentiel? Non, bah écoutez, on va vous remercier.